Avant que je rejoigne le cabinet d'avocat ici sur Bangkok, j'avais mon ami là justement qui fait la trottinette électrique. En fait, il développe plein de choses. Il avait aussi pour idée de faire des cars de visite de la Thaïlande, à Ayutthaya, bref, toutes les zones touristiques, culturelles. Mais il ne pouvait pas tout faire tout seul, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez développer, parce que vous parlez français. Et c'est niche, comme on disait tout à l'heure, d'accord? Faites-le. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il avait du mal à trouver des guides francophones. Vous savez comment ça coûte un guide francophone, contrairement à un anglophone? Je vais vous expliquer. Dans sa société, il ne peut pas marcher sans guide, d'accord? Il en a peut-être un ou deux, mais il en a peut-être un, pardon, mais il en a besoin de plus. Parce que lui, il ne peut pas faire guide parce qu'il est français, il est étranger. Un étranger, il ne peut pas être guide en Thaïlande. Il faut des Thaïlandais. Un guide qui parle anglais facture environ 2000 bahts à 3000 bahts par jour. D'accord? Mais un guide français, francophone, vous savez combien il facture? 6000 bahts la journée. Le double. Et donc lui, mon ami qui s'appelle Nico, il se tire un peu la gueule. Donc il dit, mais c'est cher. Parce que la demande, elle est grande. Et il y en a très peu. C'est l'offre et la demande. Vous comprenez? L'offre et la demande. C'est normal. C'est facile à passer la licence guide. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est quoi? C'est quelques jours de formation. Au pire, c'est un mois. Au pire, c'est 2 mois de votre vie. Et après, c'est jackpot. Hein. Et oui, 6000 bahts par jour. Et vous êtes très demandé. Donc ça, c'est aussi une piste à développer. Pareil, Nico, il avait une idée aussi à développer, mais il ne l'a pas fait. C'est, vous savez, quartier Alphaya, il y a des petits clans à Klongthep, là. Chez nous, c'est à la base, le Klongthep, c'est que des taxis en bateau, vous voyez, dans les clans. Eh ben, ça peut être niche de le faire en français, parce qu'il existe déjà un business en anglophone. Donc ce sont des Thaïlandais et des anglophones qui ont fait ce business en bateau, en petit moteur, qui se promènent dans les clans. Voilà. Ils emmènent voir tel endroit culturel, touristique. Voilà, ils expliquent pendant qu'ils parlaient en même temps. Et ça se passe en anglais ou en thaïlandais. Et les Français, des fois, ils ne comprennent pas l'anglais. Ils veulent que ce soit un truc spécifique pour les Français, quoi. Donc ça aussi, soit vous faites un bateau avec plein de Français, ou sinon vous faites un truc de luxe qu'avec un seul Français ou deux Français pour les couples. Vous savez, il y a des gens qui font des mariages, qui font des luttes de miel, ils veulent venir en Thaïlande, ils sont deux, ils sont prêts à payer 10 000 bahts juste pour faire 1 heure de clan, rien qu'être tous les deux. 10 000 bahts, vous vous rendez compte? 10 000 bahts en 1 heure, bim! Si ça ne vous motive pas, ça, franchement faites-le. Ça, c'est un truc que je peux vous garantir que ça marche. C'est guide francophone. D'accord? Pareil, quand j'ai visité, comment ça s'appelle cet endroit culturel que j'ai vraiment adoré, c'est la maison d'un Américain qui est à Bangkok. Jim Thompson. Jim Thompson, merci. Et c'était trop bien. Et par contre, il n'y avait pas beaucoup de créneaux francophones. Voilà, il y avait peut-être 1 ou 2 par jour, il ne fallait pas louper, c'était 11h et après 16h. Ça aussi, c'est intéressant. Donc si vous aimez bien la culture, vous aimez bien parler français, vous pouvez faire aussi ça. Et quand les guides, c'est extrêmement niche. Hein. C'est extrêmement niche. Regardez, ne serait-ce que dans les groupes Facebook. Les groupes Facebook, tapez guide francophone. Tapez juste ça là, maintenant. Vous allez voir, c'est hyper demandé. C'est hyper demandé. Voilà quelques idées pour vous. Ok? On passe aux questions-réponses? Ouais, parfait. Qui a une question? Oui, allez-y. Je m'appelle Hanis, je suis indonésienne. Mon question est-ce qu'il y a des opportunités pour travailler dans le monde comme dans le CM Expat pour non-thaïlandais comme moi? Parce que je vois que il y a beaucoup de travail qui implique beaucoup la langue et la culture thaïlandaise. Ouais, c'est ça. Alors, j'essaie de répéter la question pour voir si j'ai bien compris. Ouais. Votre question, c'est est-ce qu'il y a du travail pour les non-thaïlandais, mais toujours pour les francophones en Thaïlande, c'est ça? Ouais. Bah, la réponse est évidemment oui. Sauf que pour vous, il y aura une contrainte particulière qui est le visa business avec le work permit. Alors que les Thaïlandais, on n'en a pas besoin. C'est juste ça la contrainte, mais au moment où vous parlez français, il n'y aura aucun problème.
Par contre, le contrainte vient du côté employeur. Puisque vous n'êtes pas thaïlandais, ils doivent recruter 4 Thaïlandais, ils doivent augmenter le capital social à 2 millions, ils doivent ça. Donc, c'est pas votre problème, mais c'est le problème des employeurs. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent employer des Thaïlandais à cause de cette contrainte-là. Mais si c'est des sociétés qui font des chiffres d'affaires, des grosses sociétés ou des moyennes ou petites PME, pas de souci. Voilà. PME, c'est en anglais on dit c'est petite moyenne entreprise. Voilà, pardon. Petite moyenne entreprise. Ok, oui. Merci. Ouais, merci. Non. Quelqu'un veut poser une autre question? Je pense que tout le monde va poser la question. Faites une rangée. De quoi? Ah oui? Voilà, tout le monde. Qui veut poser une question, s'il vous plaît? Oui? Yes. Allez-y. Je voudrais, comme domaine de musique ou cinéma, il est possible que le domaine de cinéma ou musique français peuvent être très reconnus en Thaïlande parce que je pense que ces domaines peuvent améliorer la compétence linguistique aux étudiants. Ouais. Alors, votre question c'est est-ce que le fait d'être dans le milieu de musique, cinéma, Oui. Français, francophone, peut Oui. fonctionner en Thaïlande, c'est ça? oui. C'est spécifique. Je dis pas que ça ne peut pas marcher, c'est spécifique, c'est à vous de développer. Donc c'est à vous de faire peut-être, je sais pas, un bar. Et vous mettez que de l'ambiance française qui s'appelle Paris-Bangkok, je sais rien. Vous faites un bar ou un café, ou peu importe ce que vous faites. Vous invitez les live bands qui chantent en français. Vous mettez que les musiques à l'ancienne français. Et du coup, vous allez avoir peut-être que des Thaïlandais d'une part en termes de clients et aussi des Français d'autre part. Mais c'est très niche, c'est très spécifique. Donc, c'est une idée. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais c'est une idée. Évidemment, c'est très spécifique. C'est comme des bars où vous écoutez que du métal. C'est un bar aussi que du hip-hop où vous voyez que les jeunes qui break, qui tombent sur la tête. C'est spécifique. Voilà. Et si vous visez la culture française, la musique française, pourquoi pas? Voilà. Ça existe. Je pense que ça existe déjà en Thaïlande, pardon. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Mais c'est à vous de regarder l'étude de marché. Oui, je pense que c'est intéressant parce que quand tout le monde, quand vous commence à étudier, apprendre quelle langue, par exemple l'anglais, vous apprenez par lire des bandes dessinées ou écoute de la musique anglaise, comme ça. En même temps, français, je crois que je voudrais comme Dans une ambiance oui, francophone. oui. Je pense que je voudrais beaucoup les médias français, oui, pour améliorer la compétence linguistique. Bien sûr, bien sûr. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'une personne apprend une langue, la meilleure façon de le faire progresser, c'est de l'accompagner dans la culture. C'est une évidence. Vous qui apprenez le français, en même temps, Anthony ou d'autres profs de français va vous enseigner aussi la culture française. Comme ça, vous avez la langue, mais vous attribuez des images liées à la langue. Quand on dit français, vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? Quand on dit français, vous pensez à quoi? Par exemple, quand je dis français aux Anglais, ils vont dire baguette, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un exemple type. Ou si il y a d'autres personnes qui vont dire quand on dit français, c'est voleur. Pardon. Si on dit français, ça peut être mangeur de grenouilles. Voilà. Bon, ça ne nous étonne pas trop les Thaïlandais parce que nous on mange aussi des grenouilles, mais disons qu'en Europe, c'est les Français qui mangent des grenouilles. Ils mangent aussi des escargots, par exemple. Est-ce qu'on mange nous les escargots?
Je sais pas, demandons au Thaïlandais. Comment tu dis escargot en thaï? Hỏi thác, snail. Ok. Est-ce que vous mangez ça? Moi non. Vous mangez pas ça et vous mangez tous les insectes. Non, ah, c'est- Donc les Français se posent la question, du coup. Au Laos, je crois que... Ah, très bonne transition. Le Laos, le Vietnam, le Cambodge parlent français. Hein. Vous savez, en première langue. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la présence française, militaire, certes, mais voilà, à l'époque. Donc c'était aussi un des points où ils comprennent, en tout cas les Français, la plupart des gens. Ok, bon ça c'était une petite parenthèse, mais merci pour votre question. Lilia, Oui. vous avez une question et après ce sera... Alors, vous entendez? Oui, moi c'est Alia. Alors, comme aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA. C'est un sujet très connu. Donc, en tant que CEO, comme vous, est-ce que vous voyez une possibilité de l'utilisation de l'IA chez vous, chez Siam Expat, comme ça, enfin, dans le domaine de l'accompagnement des expatriés? Ouais, des expatriés, ouais. Ah, oui. On utilise l'IA dans tous les domaines. Vous pouvez utiliser l'IA dans tous les domaines. C'est plutôt malin. Je pense que de nos jours, si personne n'utilise l'IA, je pense qu'on est pas aéré, mais en retard. Parce que l'IA nous aide à aller plus vite, n'est-ce pas? Il nous aide à automatiser. Il y a des agents IA qui automatisent. Il y a des agents IA qui répondent pour vous. Moi, je ne vais pas vous cacher, j'ai énormément de demandes. Et je mets en place des agents IA pour répondre à WhatsApp, pour répondre à l'Instagram, pour répondre à TikTok, pour répondre au Messenger. D'accord? Même les emails, ils peuvent aussi répondre. Mais c'est à vous de travailler cette intelligence artificielle. Si vous lui mettez des prompts, des règles, voilà, vous dites que voilà, tu es avocat, tu es expert expatrié, tu es étudiant, tu réponds, tu fais le vouvoiement, sauf si le client vous tutoie, et là, vous mettez en tutoiement. C'est à vous de mettez des règles, mettez aussi des limites, voilà, parce qu'il ne faut pas qu'il réponde tout et n'importe quoi non plus, hein. Évidemment, vous mettez des limites, et surtout, vous dites la vérité. C'est-à-dire que si jamais vous mettez une règle, si jamais la personne sait et capte que c'est un robot qui est en train de parler, il n'y a pas de problème. Vous dites que voilà, je suis Can, parce qu'il m'appelle comme ça, hein, les francophones, c'est Can IA, voilà, qui vous répond. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec le vrai Can, voilà mon lien Calendly. Prenez rendez-vous, cliquez sur ce lien, et après, il vous répond à vos questions personnalisées dans une réunion. Voilà, donc oui, on est une ère où on utilise beaucoup l'IA, et je vous recommande à ne pas être en retard. Sinon vous allez être en retard. Je vous recommande de l'utiliser, mais l'utilisez pas utilisez en tant que support. Ne prenez pas tout en comptant que c'est la réalité, c'est la vérité qui vous dit. Toujours double-checker ce qu'il vous dit, parce qu'ils disent beaucoup aussi de bêtises. Hein. Vous lui redemandez, ok, merci pour l'information. Maintenant, donne-moi des preuves, donne-moi des évidences que ce que tu me dis là, c'est vrai. Montre-moi les articles de presse, montre-moi les articles de loi où tu es en train de m'avancer ce point. Demandez-lui des comptes, demandez-lui des évidences. Parce que si vous faites copier-coller, vous envoyez à Anthony parce que vous avez un truc à faire, des fois, malheureusement, vous êtes dans le faux et vous ne le savez même pas. D'accord? Ça peut être intéressant comme ça peut être dangereux, l'IA. D'accord? Je vous écoute. Qui veut la prochaine question après? Oui. Allez-y. Ok. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a motivé ou inspiré à fonder le Siam Expat avec votre famille. Merci beaucoup pour la question. Alors, ce qui nous a inspiré à faire le Siam Expat, en fait, même si je suis thaïlandais, ça n'empêche pas que j'ai vécu 25 ans en France. Et quand je suis venu en Thaïlande, j'ai voulu tout faire tout seul parce que je suis thaïlandais. Je n'ai pas voulu passer par des intermédiaires, des agences ou des cabinets. J'ai tout fait tout seul.
visa, trouver un logement, trouver une école, et ben, je peux vous dire que c'était une galère sans nom. Je me suis fait scammer, je me suis fait... Enfin bref, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, et je me dis, mais en fait, pourquoi pas faire un service pour, justement, pour aider les gens à faire ces transitions de façon plus pérenne. Et en plus, à l'époque, moi je travaillais chez Alstom. Alstom, c'est une société française où ils font les BTS, les MRT, voilà, tout ce qu'on s'appelle les matériels roulants, d'accord. Donc voilà, il n'y a pas que les matériels roulants, il y a aussi tout ce qui est station de BTS, station MRT, donc tout ce qui est transport sur matériel roulant, voilà. Et j'étais responsable de la ligne jaune et rose qui était à l'extérieur de Bangkok. Vous connaissez la ligne jaune et la ligne rose à l'extérieur de Bangkok? Non, c'est le monorail, c'est le produit monorail, un produit phare de notre pays. Bref, et du coup je travaillais ici. Et à l'époque, j'ai fait moi-même la conversion des permis de conduire. J'avais mon permis de conduire français et je voulais le traduire en permis de conduire thaïlandais. Et j'ai trouvé ça facile à faire parce que je suis thaïlandais, je parle thaïlandais, je parle français et du coup je l'ai fait moi-même. Donc il fallait aller récupérer le certificat de résidence, il fallait récupérer le certificat médical, il fallait récupérer la traduction assermentée par une agence qui traduit le français en thaïlandais. Il fallait aller à l'ambassade pour faire une légalisation. Et là, je commence à avoir des collègues qui venaient me voir, des Français. Il fait, Cal, s'il te plaît, aide-moi à faire la conversion de mon permis. J'ai vu que tu l'as fait. Moi, j'ai galéré, j'ai pas le temps. Vas-y, je te paye, s'il te plaît. J'ai pas le temps de courir à droite à gauche. Et au début, je commence à leur donner des tips, à leur dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et au bout d'un moment, mon bureau, mon open space, était bondé de monde. Et donc les managers, ils commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il vend du cannabis? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tout le monde vient le voir, Cannes? C'est parce que les gens, ils avaient besoin de conseils, les gens, ils avaient besoin d'un service. Et là, j'ai dit, Audrey, c'est ma femme, Audrey, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, on va créer quelque chose de grand. On va créer Siam Expat. On va créer Siam Expat pour aider les gens qui veulent venir en Thaïlande. On va commencer par la France, mais peut-être qu'on va mettre le site en anglais plus tard, en allemand, en espagnol. Maintenant, avec l'IA, on peut faire les choses très vite. Malheureusement, comme vous, j'ai que 24 heures pour une journée. On dort 8 heures, ça nous reste déjà très peu de temps. Je suis au cabinet d'avocat, je n'ai pas le temps de tout faire. Donc je reste que sur le français, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Mais il y a tellement de choses à faire. Donc il y a aussi une niche pour les Allemands, pour les Anglais, pour tout le monde en fait. Voilà. Donc ça c'est comment on est arrivé là à Siam Expat. Et du coup on a fait plus de services évidemment, mais on a aussi arrêté d'autres services. Il y a aussi les déménagements. D'accord? Déménagements, parce que les Français ils sont souvent scammés. Quand ils changent de condo, vous savez, c'est pas comme nous les Thaïs où on reste quelque part, on reste longtemps. Mais eux, tous les Français, ils ont un bail de 1 an. Tous les ans, ils doivent changer. Et du coup, il fait chaud, il fait 40 degrés en Thaïlande. Hein. Donc ils n'ont pas envie de tout faire. Donc ils cherchent sur Google les sociétés de relocation, vous savez, pour changer de condo A, condo B, voilà. Combien ça coûte? 5 000 bahts, 8 000 bahts. Oh non, Cannes, t'as pas de solution. Tu parles français, tu peux pas être mon intermédiaire. Je te paye, je te donne 5 000 bahts. Juste pour discuter avec les Thaïlandais et envoyer des WhatsApp, des lines. J'ai refusé parce que j'avais trop de taf. Trop de travail. Trop de travail, pardon. Taf, ça veut dire travail en français, en argot. En argot. Donc là, si vous avez envie de faire ça, vous pouvez. Voilà, vous pourrez ajouter franchement 30% de marge. Donc c'est ce qu'on appelle un travail intermédiaire. Voilà, vous êtes intermédiaire ou contractant entre le client et celui qui provide le service, d'accord, le fournisseur, si vous voulez. Le fait que vous parlez français, vous faites l'intermédiaire entre ces deux parties, vous prenez 30%. C'est la marge qui est acceptable pour les deux parties. Soit vous prenez 30% du prix et vous ajoutez, comme ça la partie service, il garde son prix. Je donne un exemple. Celui qui veut faire le relocation là, donc déménagement, je ne trouvais pas le nom, déménagement. Eux, ils fixent le prix à 5 000 bahts, voilà, 5 000 bahts. Soit vous dites, écoutez,
moi je vous ramène un client et je prends 30% des 5000 bahts. Ou soit vous dites, écoutez, les 5000 bahts je vous laisse, mais par contre gonflez votre prix à 30% de plus. Et comme ça je prends les 30%. C'est à vous de choisir la stratégie. D'accord? C'est un exemple. Voilà. Merci pour votre question. Un autre? D'après votre expérience de travail avec des étrangers, notamment les Français, quelle différence culturelle observez-vous le plus souvent entre les clients thaïlandais et étrangers? La différence entre les clients français, thaïlandais et d'autres nationalités. Je ne vais pas vous le cacher, les clients français sont durs. C'est vrai, les Thaïs, c'est les moins durs, ils sont ça va, ils sont on donne une deuxième chance. Les Français, c'est pas comme ça. Les Français, c'est je vous paye pour un certain service, pour un certain délai, et je voudrais que ce soit fait dans ce service et dans certains délais. Donc ça veut dire que vous, en tant que Thaïlandais ou Thaïlandaise, si vous donnez ce genre de prestations, il faut que vous soyez à la hauteur. Notre cabinet d'avocats français, international, nous facturons 2 fois, voire 3 fois plus cher que les avocats thaïlandais. Et pourtant, vous dites, mais jamais ils vont venir chez nous. Et pourtant, on est toujours là, depuis 2022. D'accord? Parce qu'on vise la qualité, on vise l'engagement, en plus de la langue. Vous savez ce qui a fait la différence entre un cabinet d'avocats lambda et un grand cabinet d'avocats? Mais ça peut être valable pour une société lambda et une grande société qui vise avec un prix x2, x3. Est-ce que vous savez la différence? Lambda, ça veut dire normal. Voilà, lambda, c'est normal. C'est une lettre En grec. grecque. Ancien. C'est pour ça que je traduis. Est-ce que vous savez la différence? Comme vous le savez, il y a la langue, certes, mais c'est pas ça qui fait la différence. La différence, c'est la précision. On ne peut pas dire à un client français, ouais, ça sera fini dans les 4, 5, une semaine. Vous dites ça, vous avez perdu l'affaire. Engagez-vous. Votre travail, votre permis là, dans 3 jours, vous l'avez. Votre revue de contrat, dans 1 semaine, 7 jours, vous l'avez. Engagez-vous et respectez vos engagements. C'est ça qui fera la différence entre vous et les autres. C'est pas du à peu près, c'est la précision. C'est pas du my pen lie. Si c'est grave, si c'est grave. Est-ce que vous comprenez mon point? Parce que c'est pas du tout la même. Pareil pour les. Ça va être un petit peu dur ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité. Les avocats que je fais venir de France, ce sont des étudiants et des élèves avocats. Ils sont beaucoup plus pointus que les avocats thaïlandais. Après, il y a plusieurs explications. Il y a le fait, la culture certes, mais il y a aussi le fait que les avocats français, c'est minimum Bac plus 5, c'est master. Les avocats thaïlandais, c'est bachelor, Bac plus 4. D'accord? Un master degré en France, ou peu importe dans le monde, est plus important qu'une licence. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, il y a ce niveau. Ensuite, une fois que vous avez fini le master degré, vous devez rentrer dans une école d'avocat. Vous avez encore un entretien, des examens à passer avant de rentrer dans une école d'avocat, qui dure encore 2 ans. Vous avez déjà fait 5 ans, vous ajoutez encore 2 ans. À l'issue de celle-ci, vous avez encore plein d'examens, et ensuite vous devez faire des stages partout dans le monde, et ensuite revenir en France pour prêter le serment. C'est un exemple. En Thaïlande, vous faites juste un bac plus 4 en licence, et ensuite vous prêtez le serment, enfin vous passez une licence avocat. Donc il y a déjà ça comme différence. Et si j'enlève cette différence-là, je les vois dans mes employés, je les vois tout de suite dans la précision. Il n'y a pas que la langue, il y a aussi la précision. Et pour moi, ça c'est très important, et ça doit être très important pour vous dans votre travail. Dans votre travail, soyez précis. Soyez précis et engagez-vous. Engagez-vous.
Parce qu'on a une culture thaï qui s'appelle Maya, c'est comment on dit ça, perdre la face. Je sais pas, on n'a pas envie de perdre la face. Mais pour les Français, perdre la face, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. On a perdu la face, on se relève, on devient plus fort. On y va. Parce que c'est une différence de culture. Les Français, quand ils se disputent au travail, ils se crient dessus. Et voilà, ils crient dessus. Je dis pas que c'est un bien. Hein. Je dis pas que c'est un bien, mais je vous explique que ils parlent fort. Ils parlent fort. Ils veulent montrer qu'ils ont raison. Ils lèvent le ton face à l'employeur. Ils lèvent le ton face au professeur. En Thaïlande, on se tait. Même si le professeur il a tort, on se tait parce qu'on a du respect. On se tait face à notre employeur parce que c'est notre employeur. On n'a pas envie qu'il se fasse virer. Vous voyez, c'est différent. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, je dis que c'est différent. Et du coup, c'est ça qui fait, pour revenir sur le monde du travail, soyez précis. Ça, c'est le conseil que je vais retenir durant notre conférence. Soyez précis. D'accord ? D'ailleurs, je vous dis souvent d'être précis quand vous parlez. La résilience, c'est bon parce que chaque fois, je leur dis soyez précis. Parce que c'est important. Et deuxième leçon, engagez-vous. Je pense que ça, c'est très important. C'est prenez des risques, c'est pas grave. Vous tombez, vous relevez, faites des fautes quand vous levez. Et troisième point, contredisez-moi, c'est pas grave, c'est normal. D'accord ? Voilà. Excellent. Voilà. Il y avait une question. Oui, je m'appelle Ansoui et mon ami vous avez demandé avec l'inspiration. Pour moi, vous avez dit que vous êtes salarié avant. Oui. Alors, quelles sont les principales difficultés au début de votre entreprise, votre activité? Entrepreneuriat. Ouais. Donc je disais que j'étais salarié et je suis maintenant entrepreneur. Et quelles sont les difficultés pour devenir entrepreneur? C'est vrai. Donc, lorsqu'on est salarié, on a un mode de vie, on va dire 9h, 18h, tous les jours, lundi, vendredi. On a notre week-end, on est tranquille, ça va. Mais on a le salaire qu'on nous a fixé. Et moi, j'étais frustré. Moi, j'étais frustré à l'intérieur de moi. Je me dis, je parle français, je parle anglais, je parle thaï. J'ai même pas de thaïlandais à manager dans la société à laquelle je travaillais à l'époque. On me fixe une limite sur mon salaire. Alors que je pensais que je pourrais exploser x2, x3. Mais je ne savais pas comment. Mais je sais que j'ai du potentiel et je voulais tout simplement la libérer. Et j'ai fait le pas avec un expat pour commencer. Je faisais des visas pour les Français, je faisais les permis de conduire comme vous le savez, j'ai fait les déménagements comme je vous ai expliqué, j'ai fait plein de choses. Carte grise, c'est changement de propriétaire des véhicules. Voilà, soit je faisais l'intermédiaire, soit je faisais moi-même. Je prenais ma moto et je faisais tout moi-même. Donc j'ai perdu du temps, je me suis fait scammer. Donc c'est ça les difficultés. Je me suis fait scammer. J'ai fait aussi d'autres sociétés avant Siam Expat. J'ai même ouvert un magasin de jeux vidéo dans le VR. Vous savez, quand on mettait les lunettes, j'avais des tapis et on pouvait courir dessus là. C'était un projet qui me tenait à cœur et je pensais que ça allait cartonner à Bangkok. Mais ça a fait un flop. J'avais acheté 10 machines. Je voulais faire du 55 comme Call of Duty, etc. L'idée paraît géniale, n'est-ce pas? J'ai perdu 1,5 million de Thai baht. 1,5 million. D'accord? J'ai perdu, je me suis cassé la figure, j'étais par terre. J'avais plus de sous. Et pourtant, je me suis relevé. J'ai perdu la face. Je me suis relevé. Je me suis relevé avec Siam Expat. Il me fallait une société où j'ai pas besoin de bureau, j'ai pas besoin de louer un endroit où je devais payer 100 000 ou 50 000 Thai baht. C'est trop. Je voulais une société où j'avais pas d'employés pour commencer. Alors qu'à l'époque, j'avais des employés. Donc j'avais aussi ce stress-là. Donc j'ai commencé petit, Siam Expat. Voilà, c'était client par client. Et maintenant, je commence à scaler. Je commence à mettre l'IA. Je commence à mettre des agents pour répondre à ma place. Je commence à avoir des vues. Avant, j'avais 200 vues, 300 vues sur Instagram.
Maintenant, j'en ai 10 000, 15 000, tant mieux. Voilà. Donc, les difficultés, c'est vous en allez en avoir. Ce sera une chance pour vous de ne pas vous casser la figure, de ne pas se tromper et réussir au premier coup. Mais si vous loupez, c'est normal. Il y a des gens qui se loupent une fois, et après ils se relèvent riches. Il y a des gens qui se loupent 2 fois. Moi, je me suis loupé 2 fois. Et après, on se relève. On arrive là où on est. Il y a des gens qui vont soit encore se louper 3 fois, 4 fois. C'est pas grave. Essayez. Et surtout parce que vous ne voulez pas vivre dans le regret. D'accord? Moi, je ne voulais pas vivre dans le regret. Mais je voulais quand même tenter une expérience. On n'a qu'une vie après tout, non? On n'a qu'une vie. Donc, pour moi, j'aurais pas de regret parce que j'ai essayé et je ne regrette pas aujourd'hui. Regardez, sans ça, je ne vous aurais pas vu aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est vrai? Merci pour votre question. Oui, je m'appelle Kayla et j'ai 2 questions, monsieur. La première, est-ce que vous pensez que la demande de ces services, comme Siam Expat, va continuer à augmenter à l'avenir en Thaïlande? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que les services comme ça peuvent bien faire en notre pays, en Asie, peut-être comme en Indonésie? Merci. Je vous ai compris. Donc, est-ce que les sociétés comme Siam Expat vont encore développer davantage dans les prochaines années? Et est-ce que ce genre de service est intéressant pour les autres pays? Je pense que, au fond de vous, si vous posez cette question, vous savez déjà la réponse. On est en plein d'expansion. C'est plus la Thaïlande tiers-monde comme à l'époque. Aujourd'hui, la Thaïlande, elle est vue comme une grande nation, une grande puissance, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans l'infrastructure. Regardez nos condos. Vous savez qu'en France, ils hallucinent. Tous les copains qui viennent me voir, tous les gens, les parents, les beaux-parents, tout le monde qui vient en Thaïlande, ils sont émerveillés par le condo. Parce qu'il n'y a pas de condo déjà en France, ce sont des appartements, et le seul espace commun qu'ils ont, c'est la piscine. Et c'est pas dans toutes les résidences. D'accord? Nous, on a quoi? Salle de gym. Les miens, ils ouvrent 24h/24. Il y a des pistes d'hélicoptères. Il y a des espaces de coworking partout. Il y a des simulateurs de golf. Il y a un sauna. Il y a un spa. Il y a 7-Eleven en bas de chez vous. Il y a plein de street food. Ça fait rêver tout le monde. Et en plus, le niveau de vie, la qualité de vie, elle est meilleure. Donc oui, ça va que développer. Je le vois. Et sinon, il n'y aura pas autant de condos. Aujourd'hui, regardez tous les condos à Bangkok. Il y en a de plus en plus. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Et ça se développe même à l'extérieur de Bangkok. Même les étrangers, ils ne viennent pas que au centre de Bangkok. Ils commencent à s'installer autour, dans certaines régions intéressantes, comme Sikon Square, comme On Nut, comme après Ekon Siam. Il y a plein d'endroits où il y a des étrangers. Il n'y a pas que dans le centre. Le centre, c'est plus pour les touristes. Le centre Siam, c'est plus pour les touristes. Tonglor et Kamai, là, c'est plus pour les expatriés. Là, c'est Cali. Là, il y a de l'argent. Ok? C'est là-bas où j'ai commencé Siam Expat parce que c'est là-bas où vraiment les clients, ils sont très niches. C'est des clients qui sont riches. Voilà, c'est ceux qui prennent des condos à 85 000 Thaï baht par mois. C'est ceux-là que vous devez viser. Pas les gens qui louent à 10 000 ou 15 000 Thaï baht par mois. Mais il y a aussi un marché pour cela. Ça dépend qui vous visez, encore une fois. D'accord? Il y a à manger, à boire pour tout le monde. Et ça se développe, en tout cas en Thaïlande. Pour les autres pays, bien sûr, j'ai déjà vu mes confrères, entre guillemets, à Vietnam, qui se développent très bien. Et vous n'êtes pas obligé de faire tous les business, hein. Vous pouvez juste focaliser sur un seul business. Je sais pas, j'ai un permis de conduire. Il n'y a que ça. Il y a des gens qui font que les permis de conduire. Il y a des gens qui font que les déménagements. Il y a des gens qui font que enseigner les langues thaïlandaises. Vous pouvez vous concentrer sur un seul point où vous êtes fort et vous le scalez. Vous n'êtes pas obligé de vous éparpiller. Et oui. Parce que ne serait-ce qu'un seul sujet, vous savez que c'est du travail. Hein. Il faut faire le marketing. Vous allez faire où le marketing? Le SEO, c'est sur Internet, site web. Ça peut être Instagram, TikTok, Facebook. Il faut y aller, il faut le faire vos vidéos par jour. D'accord? Il y a des gens qui postent
les jours. Moi, je peux pas surtout. J'ai une vie, j'ai une famille. Vous aussi, vous avez une famille, vous avez une vie. Donc peut-être que vous allez payer du coup, des gens qui vont faire cette promotion à votre place, marketing. Ensuite, une fois que vous avez un client potentiel, il faut le convertir, il faut qu'il paye. Et ensuite, une fois qu'il a payé, il faut faire quoi? Il faut faire l'opérationnel. Il faut donc faire le service qu'ils vous ont payé. Et il faut qu'il a payé, ça y est, c'est fini. Non! Vous allez réfléchir comment à ce qu'il repaye, soit l'année d'après, soit dans 5 ans, soit il prend un autre service. Toujours avoir un coup d'avance. Toujours un coup d'avance. Et fidéliser votre clientèle. Fidéliser votre clientèle. On ne fait pas du one shot, on fait de la qualité pour qu'il fasse bouche à oreille. Ah, tel il est trop bien. Ah, tel il est trop bien. Je te recommande. Et c'est comme ça que vous allez scaler à chaque fois. Et dans les autres pays, c'est pareil. Ce que vous allez faire en Indonésie, en Vietnam, ou n'importe où il y a les Français, bien sûr, ça va marcher. Parce que c'est niche. Soyez forts, soyez compétents dans ce que vous faites. Choisissez un seul domaine, choisissez un seul service et après développez. Soit vous le faites de A à Z, soit vous le faites faire par quelqu'un d'autre. Voilà, et vous voulez 20-30% comme je dis. Il y a plein de façons de voir. Il n'y a pas la solution, il y a plusieurs solutions. Merci. Et moi, Juste, il reste peu de temps, mais il y a plein de questions, donc des réponses plus courtes si c'est possible. Ok. oui, et oui. Moi, je m'appelle Alina et vous avez dit qu'il y a beaucoup de Français qui veulent venir et installer en Thaïlande. Et est-ce que la propriété en Thaïlande est moins taxée qu'en France? Est-ce que c'est l'une des raisons principales de l'expatriation ou c'est juste le business? Merci. La propriété, vous n'avez pas une propriété, n'est-ce pas? Évidemment, les taxes, c'est forcément moins cher en Thaïlande qu'en France. Un exemple concret, j'avais une maison en France. Par an, j'ai payé ce qu'on appelle une taxe foncière. Une taxe foncière, c'est lorsqu'on possède un terrain ou une maison, on doit payer une taxe à l'État. Et j'ai payé exactement 1 800 € par an. 1 800 €. Ça fait combien en maths, s'il vous plaît? 1 800 fois 36 à peu près 70 000. Ok, 70 000 Thai baht. Cette année, mon condominium, j'ai payé 1 800 bahts, la taxe foncière. Vous voyez la différence? Là, on parle que de taxe foncière. Et en plus de la taxe foncière, savez-vous que la taxe foncière, ce sont les Français qui ont enseigné au gouvernement thaïlandais. Avant, il n'existait pas de taxe foncière. C'était à partir de 2018-2019. Avant, il n'y avait pas de taxe foncière en Thaïlande. Hein. Et aujourd'hui, elle est très très faible. On parle de 0,5% ou 1% du prix des immobiliers. C'est très peu. Hein. Et n'oubliez pas, c'est les Français qui vous ont enseigné ça. Bon voilà, comme ça, c'est pour la culture G. Oui, c'est moins cher les taxes en Thaïlande. D'autres questions? Moi, je m'appelle Apicine. Comme vous avez dit, les personnes qui parlent le français sont demandées par chez les avocats. Si elles n'ont pas terminé en 3, est-ce qu'il est possible qu'elles puissent travailler dans le domaine de loi ou chez les avocats comme le cabinet des avocats? Bien sûr, j'ai bien répondu tout à l'heure. Vous pouvez postuler dans les cabinets. Vous ne serez peut-être pas lawyer, vous ne serez peut-être pas avocat, mais vous pouvez être agent administratif, agent visa et d'autres types, voilà, réception. Vous pouvez faire plein de choses. Il y a plein de postes, il n'y a pas que des avocats. Dans les cabinets d'avocats, il y a plein de personnes. Il y a aussi des comptables, vous voyez. Il y a tout le monde, il y a tout type de personnes. Il y a des traducteurs, voilà. Il y a plein de choses. Bien sûr, vous pouvez travailler dans un cabinet d'avocat même si on n'est pas juriste. D'autres questions? Oui. Moi, je m'appelle Pechalapan et ma question est, avez-vous rencontré des obstacles dans votre entreprise et comment les avez-vous surmontés? Oui, bien sûr. Les obstacles, il y en a tellement, mais je ne pourrais pas tous les développer. Les obstacles, c'est comment répondre à autant de demandes. Donc, comment j'ai pu résoudre ce problème, c'est en mettant des filtres. D'accord? On met des formulaires, des Google Forms. Qui êtes-vous? Quel est votre profil? Vous êtes salarié, entrepreneur, vous avez des enfants, pas d'enfants? Comme ça, je ne m'amuse pas à la questionner avec mon téléphone.
Voilà. Donc, ils ont un Google Form, ils remplissent tout, ça me fait un filtre. Une fois que je vois que c'est quelqu'un qui est client qualifié, eh bien, je le prends en rendez-vous. Parce que si je commence à distribuer les rendez-vous, mon calendrier il sera plein et je ne pourrai pas tous les convertir parce qu'il y a des gens qui ne s'expatrient pas en Thaïlande dans les médias. Il y a des gens qui veulent s'expatrier dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 ans. Eux, ça ne m'intéresse pas. C'est pour faire copain-copain, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense business. Donc, vous voulez vous expatrier quand? Maintenant? Dans 1 mois? Dans 2 mois? Dans 3 mois? Ok, on s'appelle. Vous voulez vous expatrier quand? Dans 6 mois? Ok, revenez plus tard. Vous voulez... vous voyez? Il y a plusieurs... Il faut filtrer. Donc ça, c'est une des difficultés que j'ai eues. Merci. Oui, je m'appelle Thanaporn. Selon vous, quel est l'arrêt du succès professionnel aujourd'hui? Parce que vous travaillez dans plusieurs domaines. Ok. En fait, c'est pas parce que j'ai 3 casquettes que je travaille dans plusieurs domaines. Moi, je suis co-directeur au cabinet d'avocats Benoît Parnas, comme je vous ai dit. Je travaille de lundi au vendredi. Et je suis en plein temps dedans. D'accord? En parallèle, j'ai Siam Expat qui tourne. Parce que c'est du marketing, c'est du réseaux sociaux, c'est des permis. J'ai des équipes qui tournent pour moi. Je les paye, c'est mon équipe, je les paye. Parce que j'ai travaillé avec eux tout seul pendant 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, je les fais confiance. Ils me font confiance. Ce sont des Thaïlandais. Et à chaque fois, je les rapporte des clients. Ils font le travail pour moi parce que je leur ai montré le process, comment faire. Et maintenant, ils le font tout seuls. Donc, on se partage. Voilà. Donc, moi, ce que je fais pour Siam Expat, c'est des vidéos sur Instagram, TikTok, etc. C'est la partie marketing. D'accord? Et j'essaie aussi de combiner entre les différentes casquettes. Combiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, si j'ai réussi à faire ma vidéo, et quelqu'un qui veut un visa, et quelqu'un qui veut acheter un condo, et ben hop, merci monsieur, donnez-moi votre email, on va vous répondre dans les 48 heures maximum, et ce sera avec le cabinet d'avocat, parce que c'est du juridique. Voilà, et du coup j'ai laissé mon équipe juridique répondre à ma place et s'occuper du client. Et du coup je suis plus au poste commercial, marketing commercial. Merci monsieur, voilà, c'est plus la forme, voilà. Parce qu'avant je faisais tout de A à Z. J'étais commercial, j'étais directeur, j'étais opérationnel, j'étais celui qui encaisse, je faisais tout seul. Et ça me fatiguait, c'était fatigant. On n'avait pas de charge, certes, parce qu'on est tout seul, mais c'est fatigant. Et du coup aujourd'hui, je fais que le commercial, voilà, direction, process. Et aujourd'hui, c'est le client il est là, tout est fluide. À la fin, on encaisse, merci, au revoir, à bientôt. Un autre. Merci beaucoup, on revient. Est-ce que vous avez besoin d'autres services? Peut-être faire votre permis de conduire, peut-être acheter un condo, peut-être ci, peut-être ça. Voilà. Je vous en prie. Moi, je m'appelle Bantita et je voudrais savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme Siam Expat en Thaïlande et comment faites-vous pour différencier et convaincre les clients pour vous choisir? Alors, justement, c'est un bon exercice pour vous, ça, ce soir. Dès que j'aurai fini ma conférence, regardez sur Internet s'il existe. Moi, je dirais qu'il existe, évidemment, sauf qu'il n'y a pas que en français. En français, en fait, c'est difficile de définir Siam Expat, parce que je fais quand même pas mal de choses. Et, parce que si on parle que de conversion de permis de conduire, ou obtention de permis de conduire, il y en a plein qui le font. Il y a plein de sociétés français, anglais, anglophones, francophones, etc. Mais j'essaie de différencier par la langue, par la précision, comme je vous ai dit, et j'essaie de me mettre en valeur. J'essaie d'être vu, d'accord? Je vais participer dans les conférences, j'organise des conférences, on fait des meet-up. On regarde meetup.com, regardez sur Google, tapez Meetup, c'est une application de conférences, de rencontres, et c'est pour les business, pour tout type de business. Et donc j'essaie d'organiser ça tous les mois pour être visible. Je fais des lives, des webinaires sur Internet, j'essaie de, voilà, donc ce que je suis en train de faire là, je vais aussi peut-être le publier ultérieurement sur YouTube, sur des petits extraits sur Instagram, pour que les gens me voient, pour que je puisse être visible, parce que je représente Siam Expat. C'est ça que j'essaie de faire pour différencier les autres. Une autre question? Oui. Personne ne pose des questions après. Oui. Ok, bonjour, je m'appelle Pimperi.
quelles les compétences recherchez-vous le plus les jeunes diplômés et qui veulent travailler dans ce domaine? Juridique, on parle de cabinet d'avocat ou Cabinet avocat, oui. Alors, le cabinet, c'est un cabinet très jeune. La moyenne d'âge, elle est entre 25 et 30 ans. D'accord? Moi, j'ai bientôt 40 ans. Mais sinon, nous, on ouvre plus aux juniors. C'est comme ça. On a quelques personnes un peu plus âgées, mais on les recrute parce qu'on veut mettre des managers. D'accord? Des managers, c'est mieux d'avoir des personnes matures. Mais par contre, on recrute beaucoup de jeunes. En général, les gens qui terminent des universités comme Thammasat, comme Chulalongkorn, beaucoup de Chulalongkorn, et dans le droit notamment pour que ce soit des avocats. Mais sinon, dans les autres postes, on ouvre les juniors. Voilà. C'est ceux qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, en général. Voilà. C'est notre stratégie, c'est notre choix, tout simplement. D'autres questions? Il y a une question ici. Moi, je m'appelle Pimbisut. Je voudrais savoir, selon vous, quel est le français demandé dans les métiers que vous avez déjà mentionnés, comme l'enseignant et le guide francophone. Par exemple, si je fais beaucoup d'erreurs, comme j'oublie les vocabulaires ou faire beaucoup de fautes grammaticales, est-ce que ce sera un très très grand problème pour les clients français? C'est une très bonne question. Je vais essayer de développer un peu plus parce qu'elle est très très bonne cette question. Vous savez que mon équipe, ils ne parlent pas tous français. Ce sont des tailles qui parlent anglais. Et pourtant, dans les groupes WhatsApp, ils parlent français. Vous l'avez donné la réponse par vous-même, l'IA, traducteur. Parce qu'il s'agit de discussions par email, par WhatsApp. Vous ne pourrez pas faire d'erreur parce que vous passez par l'IA qui vous corrige, entre guillemets. D'accord? Sauf qu'il faut être précis dans la réponse, c'est tout. Donc on peut toujours contourner par ça. Et moi, je leur dis aux clients que vous serez dans un groupe où nos avocats ou notre équipe ils parlent français, on utilise un traducteur, on utilise l'IA. Mais par contre, si vous souhaitez appeler, moi je suis toujours présent. Appelez-moi et je vous réponds. Et comme ça, on discute. Et c'est comme ça que ça passe. Donc pour répondre à votre niveau, à quel niveau on doit parler? Le français, c'est le parler pour moi le plus important dans le monde du travail parce que vous allez faire des visios, vous allez rencontrer des gens, serrer la main ou faire les why et vous allez parler. Donc c'est pas grave si vous faites des erreurs, mais parlez. Et tout ce qui est erreur grammaticale, écrit, vous en ferez pas parce que vous avez utilisé des outils pour vous progresser. Voilà. Vous allez gagner du temps, vous allez faire moins d'erreurs, mais par contre, pour vous, personnellement, il n'y aura pas de valeur ajoutée. C'est à vous de progresser de votre côté. Donc, essayez de faire vous-même des phrases en français à l'écrire avec votre clavier et demandez à l'IA de vous corriger. Ça, c'est malin, par exemple. Parce que non seulement vous allez progresser en français, et en plus, il y a quelqu'un qui vous auto-corrige. Mais par contre, dès que ça s'agit de parler, là, c'est à vous de vous débrouiller, quoi. Et je dirais qu'un bon niveau, je dirais 700 points en TOEIC sur un 990, je dirais. C'est un niveau requis pour être ingénieur. 700 points. D'accord? 2 remarques sur l'IA. C'est vrai que c'est utile pour se corriger, mais pour être précis, c'est important d'avoir une bonne connaissance de la langue. Il faut toujours apprendre le français. Et la deuxième remarque, c'est sur le niveau, sur l'oral. L'IA ne remplacera jamais l'oral, je pense, et la communication humaine. Donc il faut vraiment pratiquer. Et je reviens sur les cours que vous pouvez donner à des expatriés français. Je pense que c'est vraiment l'occasion de pratiquer. Parce qu'en classe, on est nombreux, donc c'est difficile de parler. Mais là, vous allez parler pendant 1 heure continuellement. Donc c'est une bonne mise en pratique, sans véritable enjeu, parce que c'est très facile le cours. Donc c'est vraiment une occasion de parler et justement de se familiariser avec la langue. D'accord? Je rajoute une remarque hyper intéressante là-dedans. Là. Vous savez qu'il y a des gens, des Français, qui apprennent le thaïlandais, ils veulent l'apprendre tout seuls. Ils se lancent des lives TikTok, ici en Thaïlande. Ils n'ont que l'audience thaïlandais. Ils essaient de parler en live avec des Thaïlandais, ils essaient de lire les commentaires en thaï. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Ils font ça peut-être 1 fois par jour ou tous les 2 jours. Comme mon ami qui s'appelle Ji, il est très connu sur TikTok. Et c'est comme ça qu'il apprend à parler thaïlandais.
Il ose parler, se mettre en live avec des Thaïlandais qui le corrigent. Je trouve ça incroyable. Donc pourquoi pas, si vous êtes dans ce milieu et que vous aimez bien, pourquoi pas lancer un TikTok et essayer de parler français. Peut-être que les Français de France vont vous corriger. C'est une solution parmi tant d'autres. Il n'y a pas que celle-ci, mais c'est intéressant aussi. Il y a une question ici, puis il y a une question. Moi, c'est Valissa là. Est-ce qu'il y a des autres secteurs de loi ou des autres domaines de loi qui vous travaillez souvent liés au droit des affaires? Oui. Alors, la question, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a d'autres voies? Des autres secteurs de loi. Des autres secteurs de loi? Oui, eh bien, qui vous travaillez liés aux lois des affaires. Alors, moi, je suis plus dans le droit des affaires. De les autres, droit du travail, droit des familles, je ne maîtrise pas trop. Je préfère pas trop m'aventurer, mais n'empêche que le français est bien sûr très important. Merci pour votre question. Oui. Oui, bonsoir, je m'appelle Paula Pat. Et comme vous dites, moi, je voudrais savoir, selon vous, qu'est-ce que les plus intéressé les Français qui viennent de Thaïlande, comme quel domaine, quelle culture, quel est le plus intéressé pour les Français qui viennent en Thaïlande? Oui. Donc, quelle est votre question, c'est qu'est-ce qui intéresse les Français le plus en Thaïlande? Dans la culture thaïlandaise? Ok. Donc moi je vais vous donner des exemples qui eux m'ont dit. Donc ils aiment la Thaïlande. Premier, le peuple, vous, les Thaïlandais. Et c'est la vérité. C'est parce que vous avez un bon comportement. Vous avez un bon comportement. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien venir ici. C'est la raison numéro 1. Le fait qu'on fait la file pour monter dans les trains, dans les BTS, ça les choque. On a le bon comportement. On est silencieux, on donne du respect à l'aîné. Ils aiment nos cultures, ils aiment notre façon d'être. Et du coup, ça les imprègne aussi. Ils deviennent comme nous. Peut-être qu'ils parlent fort dans leur pays, en France. Peut-être qu'ils se comportent mal, ou peut-être parce que c'est dans leur culture, tout simplement. Et du coup, le fait de venir en Thaïlande et qu'ils restent en Thaïlande, ils deviennent comme nous, plus respectueux. Et ça, c'est la raison numéro 1. Ensuite, il y a la qualité de vie. Coût de la vie, infrastructure. Voilà. Je vous en prie. Il y a une question là-bas et peut-être une dernière qui veut poser une dernière question là-bas. C'est tout? C'est bon? Ok. 1, 2, 3. Je pense qu'on sera bon. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Paolis et ma question c'est selon vous, quels éléments sont les plus importants dans un CV si je n'ai pas les expériences professionnelles? Je répète la question. Quel est, selon moi, l'élément le plus important dans un CV? Oui. C'est ça? Si je n'ai pas les expériences professionnelles. Si vous n'avez pas d'expérience. Oui. Okay. Donc on n'a pas d'expérience. Qu'est-ce qui met en avant par rapport aux autres? Alors moi, en tant que recruteur, ce serait pour commencer évidemment, votre niveau de scolarité. Ça peut être votre niveau de motivation, ça peut être votre niveau de formation et ça peut être votre niveau de langue. Donc je vais plus m'intéresser aux gens qui sont forts en anglais, avec pas juste s'ils mettent très fort en anglais, non. S'ils mettent plus de 700 points de TOEIC, s'il y avait des référentiels dans le niveau de langue ou dans le niveau de dans votre niveau de compétences aussi. Parce que je crois qu'en Thaïlande, vous avez de 0 à 4, n'est-ce pas? En termes de score. Quand vous arrivez à 3,6, que vous êtes premier de promo, c'est très bien, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui est mis en avant. Et forcément, je vais prendre les meilleurs. Donc je prends les meilleurs en termes de score, je prends les meilleurs en termes de langue, je prends les meilleurs en termes de motivation. J'en prends plusieurs, j'en prends pas un seul, j'en prends plusieurs. Et ensuite, je sélectionne. Admettons que j'ai 20 CV ou même plus. J'en prends que 10
et ensuite interview. Je donne 15 minutes. Donc les 15 minutes qui arrivent, maintenant que les CV sont passés, maintenant c'est du one-to-one. Là, vous allez donner votre vie. Vous allez donner votre vie parce que vous n'avez que 15 minutes pour me convaincre. Pourquoi vous et pas votre copain? Pourquoi vous et pas votre copine? Vous allez dire, je suis le meilleur. Mettez ça dans la tête, je suis le meilleur. Je suis la meilleure, je suis le meilleur. Ok, très bien, vous êtes le meilleur. Expliquez-moi, pourquoi vous êtes meilleur? Parce que je parle français, parce que je suis le premier de ton nom, parce que si, parce que ça, et je vais tout détruire dans votre entreprise. Ok. Voilà. Moi, Yanida, c'est très court. Quel est le prix personnel du succès? Quel est le prix personnel de succès? Oui. Du succès. Si c'est trop privé ou intime. Non, pas du tout. J'étais là, je suis en train de réfléchir. Je dirais que le prix du succès, ça va vous coûter du temps. Et vous savez que le temps, c'est quelque chose qui, quand on donne à quelqu'un, on peut le revenir. N'est-ce pas? On ne se rend pas compte que le temps qu'on donne à quelqu'un, c'est notre vie qu'on est en train de donner. Le fait que je suis venu ici et de vous donner 2 heures, 3 heures avec le moyen de transport, c'est des heures que je ne pourrais plus revenir en arrière, je ne pourrais plus le reprendre. Je vous ai donné. D'accord? Je vous ai partagé ma connaissance, je vous ai partagé mon expérience gratuitement. D'accord? Donc ça, c'est un truc que je ne peux plus revenir. Donc le succès, je dirais que vous perdrez du temps. Et c'est le temps que vous n'allez pas passer avec votre femme, votre mari, vos enfants, ou au travail pour encore plus gagner de l'argent. Mais c'est le prix à payer, donc c'est le temps. Donc choisissez votre temps. Avec qui, avec quoi, avec quel business vous allez investir votre temps. Parce que c'est l'élément le plus important dans votre vie. C'est le temps. Ce sera la dernière question, je pense, parce qu'il est bientôt là. Ouais, je suis Shawapon. J'aimerais savoir si vous deviez choisir un seul poste, un seul métier parmi tous ce que vous avez déjà fait. Lequel choisiriez-vous et pourquoi? Une question très intéressante. Si je devais choisir un seul métier, lequel je choisirais? C'est difficile. C'est difficile. Parce que, par exemple, ma maman, elle a toujours voulu que je sois médecin. Par exemple, c'est trop dur. C'est trop dur d'être médecin. Mais c'est pas quelque chose qui m'enchante. Je dirais que c'est un métier où j'aime bien montrer la forme. Voilà, bonjour monsieur, bonjour madame. Je représente le cabinet, je représente Siam Expat. C'est représenter, commercial, directeur, voilà. Me mettre en avant pour l'image de la société. Moi j'aime bien faire ça par exemple. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi travailler en ligne. Vous savez pourquoi j'aime bien travailler en ligne? Parce que je suis avec ma petite femme et mes enfants. Et je peux les voir grandir. Et c'est ce qui fait mon bonheur. Donc d'un côté, on a envie de travailler parce que voilà, et d'un côté, il y a aussi du travail où on peut avoir un niveau de vie de qualité, entre guillemets. Donc c'est à vous de choisir votre priorité. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a un choix. Il faut assumer. Merci beaucoup. Très bien, bravo. Un grand merci pour ton intervention qui était très généreuse et tu nous as transmis